va attaquer maintenant le thème des pratiques commerciales plus adaptées aux personnes vulnérables, avec deux axes cet après-midi. Le premier qui aura trait aux personnes âgées vulnérables. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Claire Castanet, de l'Autorité des marchés financiers, avec laquelle on travaille au sein du pôle commun sur ce sujet extrêmement important. Et puis, on parlera aussi des dispositifs d'inclusion bancaire. Donc, autre sujet lié aux personnes vulnérables, cette fois-ci sur le plan financier, et sur lequel on s'investit à la CPR, aux côtés de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, à la Banque de France, pour progresser dans l'inclusion bancaire des personnes en difficulté financière. Alors tout d'abord, sur la vulnérabilité, une petite introduction un petit peu rapide sur qu'est-ce que c'est finalement que cette notion de vulnérabilité. Et donc, on a essayé d'avoir une définition assez large de cette notion. En se disant que finalement peut être considérée comme vulnérable toute personne qui, de fait de sa situation personnelle conjoncturelle ou durable, ou alors de facteurs plus externes, de pratiques commerciales déloyales, est dans l'incapacité de faire face sereinement à ses problématiques financières, de protéger ses intérêts et de bénéficier d'un choix de produits adaptés qui soit suffisant par rapport à ses besoins. Donc on voit la vulnérabilité de manière assez large avec deux axes. Un axe que je qualifierais d'intrinsèque qui est lié à la situation même de la personne, conjoncturelle ou plus structurelle, et un axe externe qui est lié à certaines pratiques commerciales. Et donc, on peut avoir une fragilité qui est durable, une fragilité conjoncturelle, comme je disais. Et sur les pratiques commerciales, c'est des choses qui ont déjà été mentionnées. On peut assister, on assiste toujours, malgré les efforts qu'on a faits en matière de contrôle, en matière de prévention, à des pratiques qui ne sont pas opportunes et qui méritent d'être sanctionnées, qui peuvent pousser les personnes à souscrire des produits qui ne sont pas dans leur intérêt. Je pense par exemple à tout ce qui est démarchage, donc vis-à-vis des personnes et qui ne serait pas fait d'une manière correcte au regard du devoir de conseil, et donc dans des situations où on n'aurait pas un consentement suffisamment éclairé, par exemple, des personnes. Donc quelques pratiques de vente génératrices de vulnérabilité, donc je le disais tout à l'heure, et c'est des choses qui ont été notées par mes collègues de contrôle. Le démarchage à domicile, le démarchage téléphonique sont des modes de démarche, des modes de commercialisation qui sont possibles, mais qui sont porteurs d'un certain nombre de risques, notamment par rapport aux populations ciblées, qui peuvent être, je pense au démarchage à domicile des personnes âgées, parfois vulnérables, et les situations de vente sans consentement réel. Alors, quelques exemples, je ne vais pas tous les détailler, mais on a pu voir souscription de produits d'assurance vie par une personne de 96 ans, des personnes vraiment âgées et dotées de 5 mutuelles de santé, ou des cas de démarchage à domicile pour une personne handicapée qui va souscrire une assurance vie pour elle-même et son conjoint salarié qui est déjà couvert. Donc il y a encore d'autres cas, je ne vais pas les détailler, mais c'est ce que l'on voit, nous, au travers de nos contrôles ou au travers donc des réclamations que l'on reçoit. Donc quels sont les enjeux pour la CPR ? Pour nous, le contrôle des pratiques commerciales et du respect des règles de protection des clients est d'autant plus déterminant que les clients sont vulnérables. Donc, nos axes de travail, c'est déjà de mieux appréhender la notion de personnes vulnérables, et c'est un sujet qui sera un petit peu discuté lors de la présentation de Jade sur la notion de personnes âgées et qui rentrent dans une phase un petit peu de zone grise de déclin cognitif. Donc une fois qu'on a appréhendé cette notion, identifier les difficultés et les solutions opérationnelles existantes, puisque c'est pas un travail en chambre, les établissements eux-mêmes, les organismes d'assurance, les établissements de crédit réfléchissent à ces problématiques, que ce soit sur la vulnérabilité liée à l'âge ou la vulnérabilité bien évidemment liée à la situation économique. À partir de là, travailler à proposer des pistes d'action ou de réflexion pour prévenir la mauvaise commercialisation de produits financiers aux personnes vulnérables, et toujours, bien évidemment, lorsqu'il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables au regard des règles et de la protection des personnes, sanctionner les pratiques en infraction.
Alors, je vais passer la parole donc à Claire Castanet sur ce sujet des travaux du pôle commun sur les populations vulnérables. Et juste une petite citation quand même qui nous vient de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il disait « En ce temps-là, la vieillesse était une dignité, aujourd'hui elle est une charge ». Je pense que cette phrase, qui est un petit peu dure, elle n'est pas forcément vraie aujourd'hui, puisque on assiste à un vieillissement de la population, à un allongement de l'espérance de vie. Hier, les chiffres de l'OCDE sont sortis. L'espérance de vie est de 82 ans et 8 mois en 2016 en France. Et donc, il y a une prise de conscience chez les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi dans les établissements financiers, des problématiques liées aux personnes âgées, notamment lorsqu'elles sont vulnérables, pour qu'on reste dans des situations de dignité. Merci Nathalie, bonjour à tous. Effectivement, l'AMF et la CPR, vous le savez, ont une mission de protection de la clientèle, de protection de l'épargne. Et c'est dans cette mission-là que s'ancre vraiment cette problématique des populations vulnérables. Ces populations vulnérables, nous sommes très engagés dans le cadre du pôle commun, ensemble, et avec, je trouve, des travaux qui sont à la fois productifs et des échanges qui sont fructueux. Cet enjeu de vulnérabilité, nous ne sommes pas les seuls à nous en préoccuper. De par le monde, on voit bien que c'est un sujet pour beaucoup d'organisations internationales et beaucoup de régulateurs. Pour vous donner quelques exemples, si on prend l'OCDE avec cette task force sur la protection du consommateur, il s'intéresse à cet aspect vieillissement de la population. Si on prend l'OICV, qui est le régulateur international des valeurs mobilières, là aussi en mars 2018, un rapport est sorti sur la vulnérabilité qui nourrit aussi notre réflexion, qui nourrit nos travaux. On a la FCA qui a travaillé l'an dernier sur le sujet. On a les États-Unis, la FINRA, la SEC, qui se posent des questions en termes de marketing, en termes de formation des professionnels. Donc on voit bien que tout ça est nourri, et je ne vous cite pas le Japon, le Canada, Hong Kong, tout ça nourrit la réflexion des régulateurs, et il y a de véritables enjeux sur ces questions de vulnérabilité. Nous y travaillons de façon très concrète dans le cadre du pôle commun. Le pôle commun, vous savez, c'est le mécanisme de coordination. Nous avons des groupes de travail et nous avons un groupe de travail qui est spécialisé sur la vulnérabilité et qui a entamé en 2017 des travaux qui concernaient les populations protégées, les populations sous tutelle et curatelle. Et nous avons lancé une étude sur ce sujet-là en lien avec les 4 grandes associations tutélaires, c'est-à-dire des associations qui salarient des mandataires judiciaires, pour regarder ensemble quelles étaient les relations et la qualité des relations avec les établissements bancaires et financiers. Ces 4 associations nous ont permis en fait de faire un questionnaire auprès de ces mandataires judiciaires qui représentent leurs clients, ce qui correspondait à 150 000 mesures couvertes, la moitié, donc quelque chose de très intéressant et de très significatif. Et puis nous avons travaillé aussi avec les 11 principaux établissements bancaires, une fois qu'on avait les résultats de cette étude, pour échanger, pour instaurer un dialogue, pour réfléchir ensemble. Qu'est-ce que l'on a trouvé lors de cette étude? Globalement, un bon niveau de satisfaction de la relation. C'est toujours rassurant pour vous, pour nous, d'avoir un indicateur général qui soit positif. On ne peut que s'en féliciter. Par contre, quelques points d'attention sur ces populations sous tutelle et curatelle, notamment un point noir et à améliorer quand on se projette qui pose difficulté, c'est l'accès aux services. L'accès aux services, par exemple, ce sont les espèces, mais c'est aussi la connaissance des procédures spécifiques concernant cette population. Ces conseillers ne sont pas toujours suffisamment bien formés pour savoir appliquer les mesures de justice, ne sont pas toujours suffisamment bien formés aussi pour avoir les bons réflexes comportementaux dans l'accueil de cette clientèle. Donc des points à améliorer de ce point de vue-là. Et il faut savoir que suite à cette étude et à la restitution auprès des établissements bancaires, un grand établissement nous a dit, écoutez, moi je revois ma politique sur cette population-là,
Je réfléchis à mon organisation et je lance un grand programme de formation. Vous voyez l'utilité dans le dialogue de ce type d'études. Une préoccupation très forte, c'est que nous nous sommes rendus compte, au travers de cette étude, qu'il y a du démarchage. Il y a du démarchage, alors les établissements bancaires et financiers nous ont dit c'est pas nous. Mais ceci étant, le démarchage existe, il existe dans le domaine du crédit, il existe dans le domaine de l'assurance, et puis il existe dans le domaine des produits financiers particulièrement complexes ou risqués, dont les placements atypiques. Ça fait un peu froid dans le dos quand on entend cela, et je fais le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les aspects de téléphone et de démarchage à domicile. Ensuite, la question de la digitalisation, avec un double aspect, à la fois pour les mandataires judiciaires, un certain intérêt pour la digitalisation, certaines associations tutélaires plus modernistes disant ça va nous apporter aussi des solutions vis-à-vis de certaines populations sous tutelle ou curatelle, et puis en même temps une grande inquiétude par rapport à une digitalisation à outrance et une dématérialisation à outrance face à des personnes qui ont un déficit soit de capacité, soit cognitif, à tel point qu'elles sont placées sous tutelle et curatelle. Donc, cette étude a été présentée au sein du CCSF le 21 décembre 2017, après avoir été présentée à l'ensemble des associations qui étaient participantes et des établissements financiers. Et suite à cela, nous nous sommes projetés en se disant, finalement, parmi ces personnes sous tutelle et curatelle, il y a un nombre de personnes âgées qui ne sont plus en capacité de prendre des décisions qui est important. Et si on va un petit peu plus loin, digitalisation, dématérialisation, finalement, quel impact par rapport à ces personnes âgées et comment va-t-on faire demain, alors qu'aujourd'hui, nous avons 9% de la population qui a plus de 75 ans, et en 2040, on en aura 15%, plus de 15%. Et comme d'autres pays d'ailleurs développés, nous sommes complètement soumis à ces tendances sociodémographiques qui peuvent être plus problématiques. D'autant plus que l'on sait bien que les seniors, comparativement, ont une épargne qui est substantielle. Ce sont des personnes qui ont accumulé au long de leur vie et donc il y a des enjeux financiers et commerciaux et financiers pour elles aussi qui sont importants, puisqu'elles peuvent se projeter également vis-à-vis de situations de diminution de leur autonomie. Nous avons également mené des contrôles, notamment à l'AMF, sur la commercialisation de produits financiers, des produits financiers auprès de personnes âgées, voire très âgées, et nous avons constaté des choses vraiment à améliorer, ou en tout cas qui posent question, lorsque vous avez des ventes de SCPI défiscalisantes à des personnes très âgées. Quel est l'intérêt? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui a présidé à ce conseil? Lorsque vous avez des titres subordonnés qui sont vendus, des obligations structurées, pourquoi? Comment? Alors que ce sont des produits éventuellement de très long terme et que l'on est quand même dans des espérances de vie qui sont plus limitées. Et une fois que l'on a dit ça et que l'on voit que la formalisation du devoir de conseil n'est pas optimale, que l'on voit que l'on n'est pas certain que le consentement éclairé a été recueilli, ça pose vraiment question aux régulateurs que nous sommes. Dans le cadre de nos différentes activités également coordonnées, de contact avec le grand public, nos centres d'appel, ABEIS, nous voyons bien également que parmi les réclamations, il y a bien souvent une proportion importante de personnes d'un certain âge, que ce soit sur des produits courants ou que ce soit sur la partie escroquerie, qui est un autre sujet, mais que l'on doit adresser également si on veut être en protection vis-à-vis de ces populations. Et enfin, vous voyez bien, les régulateurs se posaient un certain nombre de questions, mais nous ne sommes pas les seuls. Lorsque, côté AMF, on aime bien les mystères, donc on en fait régulièrement, on fait des restitutions aux établissements bancaires, et à cette occasion, on a évoqué le sujet des populations vieillissantes. Les établissements bancaires nous ont fait part aussi de la sensibilité de la question, d'un certain mal-être éventuellement face à des situations qui ne sont pas simples, qu'ils ont tendance à dire toujours individuelles et parfois peut-être en laissant reposer sur le conseiller une responsabilité qui, peut-être, je pose la question, est un peu trop large pour lui.
Donc, vous voyez bien, il y a un enjeu de confiance. Si on ne protège pas les plus vulnérables, bien évidemment, ça pose la question de la confiance vis-à-vis du monde financier. Il y a un enjeu de bonne commercialisation. Vous êtes tous là pour agir dans le meilleur intérêt du client, de protection du client et de son avenir financier également. Donc tout cela, ce sont des questions qui nous paraissent essentielles, et notamment le lien entre le vieillissement, la décision financière et le consentement éclairé. C'est pour ça que le groupe de travail s'est lancé dans un travail conséquent que Jade va vous présenter, et en faisant le choix, alors qui va peut-être vous étonner, mais d'un prisme très large. On a fait le choix de l'interdisciplinaire, parce que pour être si compliqué que cela, il est difficile de le faire sans faire appel à des données sociodémographiques. Il est difficile de le faire sans avoir un peu d'éclairage neurocognitif. Il est difficile aussi de le faire sans regarder ce que vous faites, vous, établissement, en termes de marketing, et puis s'appuyer sur de la recherche académique en économie du vieillissement. Ce sont des choses et des pistes qui nous paraissent intéressantes. Tout cela pour nourrir un dialogue qui soit ouvert, qui soit productif, des partages d'expériences avec les établissements bancaires, c'est ce que l'on souhaitera faire, et on espère que vous serez au rendez-vous lorsqu'on vous le proposera en temps et en heure. Je laisse Jade présenter plus en détail l'ensemble de ces travaux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je fais donc partie du groupe de travail conjoint à la CPR et à l'AMF qui a travaillé sur la protection des personnes vulnérables. Alors, si on passe... Voilà, donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur l'étude de grande envergure qu'on a menée sur la commercialisation de produits financiers aux personnes âgées. La CPR et l'AMF ont pour objectif, dans le cadre de ces travaux, de prévenir les mauvaises pratiques de commercialisation vis-à-vis de ces personnes. L'étude, elle a donné lieu à la préparation d'un rapport de synthèse qui, en fait, a vocation à constituer une première base de réflexion et à faire un état des lieux des difficultés et des risques particuliers qui touchent les personnes âgées, des mécanismes de protection existants et des pratiques observées sur le marché pour ce qui concerne la gestion de cette clientèle particulière. Il est prévu que l'on soumette ce rapport à consultation publique afin, d'une part, d'en savoir plus sur les initiatives de place sur le sujet et, d'autre part, pour inviter les différentes parties prenantes à un échange sur les solutions possibles pour mieux protéger la clientèle âgée. Alors, pour cette présentation, je vais revenir rapidement sur les 3 axes de nos travaux. Premièrement, le travail de recensement des données qu'on a mené. Deuxièmement, les rendez-vous avec les professionnels. Et troisièmement, les travaux de recherche académique. Alors, on a d'abord réalisé un travail de recensement et d'analyse des données sociodémographiques, psychologiques et juridiques existantes. Et ce travail, il a posé les bases théoriques de l'étude. Dans ce cadre, la première chose qu'on a notée, c'est qu'il n'y a pas de définition communément admise de la personne âgée. En fait, il n'y a pas de définition officielle ou universelle de cette notion. Et en plus, l'augmentation de l'espérance de vie, elle s'accompagne d'un déplacement de ce qu'on peut appeler la séniorité, c'est-à-dire que les personnes âgées se sentent plus en forme plus longtemps et sont en meilleure santé. Pour les besoins de l'étude, on a fait le choix de se concentrer sur le sous-segment des personnes âgées déjà à la retraite de plus de 70 ans. Un autre constat qu'on a fait, c'est que les seniors sont plus aisés financièrement que le reste de la population, comme l'a dit Claire, du fait notamment d'un patrimoine plus élevé. Et ensuite, dernier constat, mais pas des moindres, le vieillissement n'est pas nécessairement synonyme de fracture numérique. On a tous l'image en tête d'une personne âgée qui ne dispose pas d'un équipement informatique ou qui ne sait pas servir d'Internet. Mais en fait, il y a plus de 60% des 65-85 ans qui sont internautes. Et en plus, avec le processus de déplacement générationnel à l'œuvre, il va y avoir les futures générations de personnes de plus de 75 ans vont être plus à l'aise avec les outils numériques parce qu'elles auront vécu plus longtemps avec. Si on passe maintenant à l'approche psychologique, l'une de nos principales observations, c'est que la concomitance entre vieillesse et vulnérabilité, elle n'est pas automatique. Donc en fait, parmi les personnes de plus de 70 ans, il y a des personnes tout à fait autonomes et capables, et d'autres personnes plus fragiles, plus vulnérables. Donc l'âge en tant que tel, en tant que chiffre, ne constitue pas un indicateur fiable des capacités d'une personne. Mais force est de constater quand même que le vieillissement s'accompagne généralement d'un affaiblissement des capacités cognitives, comme la perception, l'attention, la mémoire, ce qui peut fragiliser ses clients et nourrir une certaine vulnérabilité.
On est donc face à une situation particulièrement délicate. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a une baisse des fonctions cognitives des personnes âgées qui nourrit une certaine vulnérabilité et qui justifierait une vigilance accrue et une protection spécifique. Et de l'autre, on a l'impossibilité totale de définir un âge seuil à partir duquel une personne serait considérée comme complètement incapable de contractualiser. Sinon, on tomberait dans la discrimination. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le vieillissement physiologique ou psychologique, il n'est pas strictement lié à l'âge biologique. C'est-à-dire qu'une personne peut vraiment être vieille à 70 ans, tandis qu'une autre peut être en pleine forme physique et cérébrale à 85 ans. C'est donc un sujet très sensible, parce que les critères de vulnérabilité qui vont requérir d'actionner une vigilance renforcée du côté des professionnels ne peuvent se limiter à l'âge. Au niveau juridique maintenant, on a revu les mécanismes en vigueur et on a bien vu que des protections existent à ce jour. Elles peuvent viser à sanctionner la maltraitance ou l'abus de la situation de vulnérabilité de la personne. C'est par exemple la condamnation de l'abus de faiblesse. Ils peuvent également viser à partager ou déléguer la gestion des affaires financières d'une personne âgée quand c'est nécessaire. C'est par exemple l'objet du système de la procuration ou plus récemment du mandat de protection future. Le secteur financier dispose également de ses propres règles, avec des obligations spécifiques d'honnêteté et de loyauté, et avec un cadre juridique européen qui s'est enrichi récemment, avec notamment les directives MIF 2 et DDA, qui d'une part encadrent davantage le service de conseil, et d'autre part consacrent un principe nouveau, celui de la gouvernance produit. Les intérêts des clients doivent désormais être placés au centre de l'acte commercial. On voit donc bien que les dispositifs sont nombreux, qu'ils soient directement reliés au secteur financier ou non. Mais on a tout de même constaté qu'ils concernaient essentiellement les personnes pour qui l'incapacité ou la vulnérabilité est déjà connue ou déclarée, ou les personnes qui sont à même de définir leurs propres besoins et de protéger leurs propres intérêts. Par contre, les personnes qui se situent dans la zone grise, c'est-à-dire qui n'ont pas leur pleine capacité, mais dont la fragilité n'est pas encore détectée, ne bénéficient d'aucune protection particulière. Cette zone grise, c'est le cœur du sujet pour nous superviseurs, parce que c'est à ce moment-là que les risques de mauvaise commercialisation augmentent et que le conseiller de clientèle doit renforcer sa vigilance afin de s'assurer par tout moyen possible que le consentement éclairé est donné lors de la vente du produit financier. Donc ici, puisque le prisme qu'on a adopté concerne spécifiquement la relation interpersonnelle entre le conseiller et le client âgé, l'ambition qu'on aurait à moyen terme, ce serait de donner aux professionnels les clés et les bons réflexes pour mieux appréhender cette clientèle spécifique. Alors ce premier axe théorique des travaux, il a rapidement été complété par une phase plus pratique d'approche des professionnels, afin d'en savoir plus sur leur politique générale relative aux seniors. On a donc approché quelques acteurs diversifiés en termes de gamme pour des entretiens bilatéraux qui ont eu lieu entre janvier et avril 2018. Ces entretiens ont tous été très instructifs. On a appris beaucoup de choses, comme le fait que chaque acteur a identifié une clientèle senior, que les sujets de l'abus de confiance et de faiblesse sont bien connus et font l'objet de procédures spécifiques en interne, mais de nombreuses questions restent en suspens pour ce qui concerne les personnes de la fameuse zone grise, que les professionnels ne savent pas forcément comment appréhender. Les acteurs qu'on a rencontrés, ils ont mis en place des mesures diverses pour restreindre les risques de mauvaise commercialisation. Ça peut passer par des limites de commercialisation de certains produits en fonction de l'âge. Ça peut également passer par des procédures spécifiques, comme la fixation d'un entretien automatique quand la personne atteint l'âge de 79 ans, afin de faire le point sur les produits en cours et sur les besoins futurs. Ça passe aussi par la formation et l'accompagnement des conseillers, avec notamment la production de guides à destination des conseillers, contenant des conseils pratiques afin que le conseiller gère mieux sa relation avec le client âgé. On a vite observé qu'avancer sur ce sujet, ça allait requérir d'aller chercher des informations dans un domaine qui n'est pas strictement le nôtre, c'est le domaine de la psychologie. Donc en fait, on souhaitait mieux comprendre l'altération du processus décisionnel des personnes âgées et puis mettre ces informations relevant du domaine de la psychologie au service de l'étude. Pour ce troisième pan des travaux, donc, on a identifié la base SHARE. Cette base, elle regroupe des microdonnées anonymisées sur la santé, les capacités cognitives, l'emploi, la situation financière d'un échantillon de 80 000 Européens de plus de 50 ans. Et cette enquête, elle présente l'avantage d'être longitudinale, c'est-à-dire qu'il est possible de suivre le comportement des personnes dans le temps.
On a donc pris contact avec l'Université Paris-Dauphine et plus exactement avec sa Fondation du risque, qui est spécialiste de cette base en France, et on a rencontré le professeur Éric Bonsang, qui est professeur des universités associées en économie, spécialiste du vieillissement. On a conclu une convention de recherche tripartite, ACPR, AMF, Fondation du risque, afin de mener ensemble un projet de recherche sur le comportement financier des personnes âgées et sur l'impact du vieillissement sur la prise de décision financière. Un des objectifs, c'était de croiser les données disponibles sur la base SHARE afin de dégager des marqueurs de vulnérabilité spécifiques aux personnes âgées, mais autres que l'âge. Une des conclusions intermédiaires de ces travaux, c'est le lien positif entre le vieillissement cognitif et la diminution de la capacité de prise de décision financière. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la littératie financière, c'est-à-dire la capacité de gérer de façon indépendante l'argent et les avoirs financiers en fonction de l'intérêt personnel, cette littératie financière, elle repose à la fois sur l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide. L'intelligence cristallisée, c'est l'ensemble des compétences et des connaissances qui sont acquises grâce à des apprentissages tout au long de la vie. Par exemple, dans notre secteur, c'est la connaissance des produits financiers et de leur fonctionnement. Et cette intelligence cristallisée, elle se maintient plutôt bien dans le temps. Par contre, l'intelligence fluide, qui repose beaucoup plus sur des processus cognitifs et qui regroupe notamment la flexibilité mentale, la capacité à résoudre des problèmes et la mémoire, elle diminue fortement avec le vieillissement. Donc, cette diminution de l'intelligence fluide, elle est susceptible d'affecter la capacité à gérer ses affaires financières, malgré le maintien de l'intelligence cristallisée. Par ailleurs, la Fondation du risque, elle travaille actuellement sur une proposition de modèle prédictif qui permettrait d'évaluer la vulnérabilité d'une personne grâce à l'application d'un faisceau d'indices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée, ce serait de mettre à disposition des professionnels un outil complémentaire qui permettrait d'objectiver la détection de la vulnérabilité pour que l'appréciation de la vulnérabilité par le conseiller repose sur des critères objectifs. On en saura plus dans les mois qui viennent, quand le modèle sera proposé. Alors, sur les prochaines étapes pour le groupe de travail du pôle commun, le rapport sera publié à la mi-décembre sur les sites de l'AMF et de la CPR et la consultation publique sera ouverte pour une période de 2 mois. Concomitamment, la deuxième phase des travaux de recherche sera enclenchée, parce qu'il y a une deuxième phase, et elle consistera à tester le modèle prédictif dont je viens de parler avec les données réelles d'établissements volontaires, afin de valider ou d'infirmer les conclusions qu'on a tirées de la base SHARE. On a déjà plusieurs établissements financiers qui souhaitent travailler avec nous sur ce projet. Enfin, à plus long terme, on envisage de proposer des pistes d'action afin de sensibiliser les différentes parties prenantes à ces enjeux. Ça pourra se faire par divers canaux, comme de la doctrine, de la communication ciblée ou des outils pédagogiques à destination des personnes âgées, de leurs proches ou des professionnels. En tout cas, on espère pouvoir trouver des solutions ensemble, en coordination avec toutes les parties prenantes, pour limiter les risques de mauvaise commercialisation aux personnes âgées. Et si ce sujet vous intéresse à votre niveau, on vous invite donc à participer à la consultation publique. Et de même, si vous êtes un établissement financier et que vous souhaitez participer à la deuxième phase du projet de recherche, on vous invite à vous rapprocher de l'AMF ou de la CPR. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Jade et encore merci Claire pour cette présentation des travaux sur ce rapport qui devrait être publié après l'approbation des collèges de la CPR et de l'AMF auxquels ils vont être soumis très prochainement. Et donc, on peut peut-être passer à quelques questions, si ce sujet vraiment passionnant, sur lequel des travaux vraiment approfondis sont menés aujourd'hui par les 2 autorités, si ce sujet suscite d'ores et déjà des questions de votre part. Bonjour, Isabelle Maury, je suis une société de conseil, mais j'ai une réaction à chaud. Cette base SHARE avec 80 000 données, d'où viennent ces données? Il y a un consentement des personnes qui... Ou est GDPR là-dedans, pardon, pour la déformation professionnelle. Et puis ensuite, créer un modèle sur les vulnérabilités de l'humain pose quand même un sujet un peu éthique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va être encadré? Parce que la façon dont vous l'avez présenté est assez, je ne vais pas dire mathématique, mais froide.
c'est quand même un sujet très sensible. C'est pas juste un rapport qui va être publié. Enfin, il y a quelque chose derrière. Donc, comment vous envisagez la suite? Merci. Alors, la base de données Cher, c'est une base réservée aux chercheurs de toute l'Union européenne qui a été conçue en lien avec la Commission européenne et qui porte sur des sujets effectivement de santé et de comportement à la fois personnel et financier. Donc je vous rassure, c'est RGPD compatible, il n'y a aucun sujet là-dessus, c'est anonymisé et c'est vraiment pour des chercheurs académiques et nous n'y avons pas accès en tant que tels. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, je comprends que vous ayez pu percevoir cela de façon un peu mathématique. La réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Bien évidemment, il y a tout ce pan de recherche académique où un chercheur, il cherche. Et donc, il essaye de trouver des faisceaux d'indices, il essaye de trouver des éléments qui pourront aider à la réflexion. À aucun moment, l'idée, c'est de se dire on a un outil magique et de façon avec une baguette magique, vous, établissement, vous allez trouver la solution qui va bien. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est d'essayer de dire, plutôt quand on voit certains établissements, par exemple, qui vont jusqu'à demander un certificat médical, qui vont jusqu'à dire à partir de tel âge, on ne vous vend plus rien. C'est pas satisfaisant non plus. Donc, est-ce qu'il peut y avoir d'autres critères utiles et que l'on démontre par la recherche académique qu'ils sont valables, sur lesquels on pourrait partager ensemble, sur lesquels on pourrait effectivement se dire ce sont des faisceaux d'indices intéressants, et après, réfléchir ensemble, peut-être pour comment on peut être plus vigilant, comment vous, établissement, vous pouvez avoir des politiques respectueuses des personnes, et en même temps avec une vigilance renforcée. Oui, ça marche. Excusez-moi. Je voulais poser une question. Marie-Christine Caffé, médiatrice auprès de la Fédération bancaire française. Il y a un point que vous avez peu abordé concernant les personnes vulnérables et notamment les personnes âgées. C'est la gestion des comptes courants. Ça ne fait que 2 mois que je suis en poste effectif auprès de la Fédération des banques. Et ce que je constate dans un certain nombre significatif de dossiers, ce ne sont pas essentiellement des problèmes de mis-selling et de problèmes de vente à des personnes qui ne le comprendraient pas. Par contre, je constate qu'il y a des problèmes très importants dans les conditions dans lesquelles sont faites la gestion des comptes courants des personnes vulnérables. Et ces personnes âgées ne sont pas sous tutelle ni sous curatelle très souvent. Et donc là, il y a un chantier très important à regarder du point de vue des établissements bancaires et notamment des grandes banques de dépôt. Alors je suis désolée, je ne vois pas où vous êtes. Ah, merci, c'est plus facile de vous regarder. Oui, alors nous, très honnêtement, le périmètre de l'étude, on a regardé des choses qui pouvaient être communes dans le cadre du pôle commun. Ça ne veut pas dire que ce que l'on va en tirer ne servira pas plus largement. Et bien évidemment, sur les aspects de compte courant qui sont plutôt côté ACPR, il y a une vigilance, Nathalie. Alors oui, c'est un sujet qui est très regardé. On l'a vu déjà au travers du questionnaire sur les pratiques commerciales. C'est un sujet qui ressort dans les réclamations qui remontent aux établissements eux-mêmes. Et c'est aussi un sujet qu'on voit, mais certes dans une moindre ampleur, au niveau de notre service qui reçoit lui aussi des réclamations. Alors je peux peut-être passer la parole à Caroline Debus-Colbert qui s'occupe de ces sujets de réclamation pour vous dire un petit peu 2 mots. Et notre éclairage en tout état de cause, c'est des sujets sur lesquels on est particulièrement ouvert à discuter avec la FBF. Oui, bonjour. Je sais que c'est un sujet, et notamment, puisque nous en avons déjà parlé il y a quelques mois, et notamment la question de l'abus de faiblesse, du fonctionnement de compte, et comment le banquier, notamment pour ce qui vous concerne, doit-il gérer ces situations. Alors, bien évidemment, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est pas des situations simples sur lesquelles on peut faire, je dirais, une réponse blanche ou noire. Cette question, elle est à la fois, il y a 2 principes qui vont s'opposer. C'est la question, bien évidemment, du devoir de vigilance du banquier, et puis la question de la non-immixtion dans les affaires de la clientèle.
cette question, elle ne peut s'apprécier qu'au cas par cas. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Elle ne peut s'apprécier, elle ne peut être efficace, la détection, que si les conseillers au plus proche des clients sont sensibilisés à des indicateurs. Et à notre sens, les traitements qui doivent être faits par les établissements de ces situations, au regard notamment de leurs responsabilités en la matière et des mesures qu'ils doivent, le cas échéant, prendre, elles doivent se faire aussi dans la collégialité. C'est-à-dire que si le conseiller est à même d'identifier une situation, de la remonter à une instance collégiale, et qu'une analyse au cas par cas, eu égard à la connaissance qu'a l'établissement des éléments dont il dispose sur le client, ses opérations courantes, le caractère, le cas échéant, anormal de l'opération, les éléments qu'il aura pu recueillir de son client à l'occasion d'une opération, voire d'un entretien, ou voire même le refus ou l'impossibilité de prendre contact avec ce client parce qu'on a des gens qui font écran. Tout ça sont des éléments qui doivent être pris en compte dans la détermination des suites que l'établissement doit donner, mais ça ne peut en aucun cas faire l'objet d'une réponse blanche ou noire, ça ne peut être du cas par cas, donc de la formation, d'un dispositif, et les établissements que le groupe de travail a rencontrés ont indiqué qu'ils avaient des dispositifs. Ces dispositifs sont très certainement, doivent être revus régulièrement, identifiés. Peut-être, il y a aussi la question de la procuration. Est-ce qu'on fait sur des procurations ad vitam aeternam? Est-ce qu'on se pose la question de rencontres régulières pour justement prolonger une procuration sur un compte? Tout ça, c'est des choses qu'il faut vous poser, enfin, des questions que les établissements doivent se poser. Et nous, en tant qu'autorité, on a des pistes, voilà, mais on n'a pas de réponse très claire. Mais c'est des sujets qui nous préoccupent. Je souhaiterais apporter là un témoignage, c'est une expérience personnelle, hein, pas professionnelle, qui va dans le prolongement de ce qui vient de se dire. Donc d'un grand établissement de la place, donc qui a comme cliente une personne de plus de 90 ans, laquelle a été signalée depuis près de 5 ans comme faisant l'objet d'abus de faiblesse d'un familier. Nonobstant ces informations, donc la banque a relevé plusieurs fois à son initiative le plafond de carte, qui était déjà très confortable. De 4 000 €, il est passé à 8 000 €, puisqu'il y avait la provision sur des comptes à vue et comptes d'épargne. Donc, outre le fait que la carte de cette personne est utilisée par l'un de ses familiers, on va dire, il y a eu un incident sur le compte qui provient du fait que la personne en question, donc, est sortie de chez elle, a oublié les clés à l'intérieur, s'est retrouvée donc seul dans la rue, a demandé l'aide d'une personne pour appeler un serrurier. Le serrurier est venu, donc en 2 minutes a ouvert la porte, a débité 1 500 €, a vu que ça fonctionnait. Deuxième débit de 1 500 €, plus un troisième, donc ça fait près de 5 000 € quand même l'ouverture de la porte. Et la banque a sollicité par l'un des enfants, a refusé de voir sa responsabilité engagée ou de restituer une partie des sommes, notamment celles liées au relèvement du plafond, alors qu'il avait été convenu, certes de façon informelle, mais que ce plafond serait limité à 4 000 €, qui était largement suffisant pour faire face à ces dépenses du quotidien. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique qui en plus était non pas contractualisé, mais matérialisé par une lettre de la banque qui disant afin de répondre à vos besoins, nous avons pris l'initiative en caractère gras de relever le plafond de votre carte, et ceci donc 3 fois successivement pour aboutir à un plafond qui va au-delà de la retraite de cette personne. Bon, je vais peut-être rebondir là-dessus, sans rentrer peut-être dans le cas particulier. Parce que c'est pas l'objet. La question qui se pose, c'est est-ce que le rehaussement du plafond peut être fait à l'initiative de l'émetteur du moyen de paiement?
Ça doit être une demande bien évidemment expresse du porteur, donc du client, et a priori, voilà, ce n'est pas à l'établissement de rehausser le plafond de carte. Votre témoignage, je vais le prendre comme ça, prouve la nécessité, bien évidemment, de former, d'identifier, de procédurer et d'avoir voilà, des échanges collégiaux pour éviter que de telles pratiques, alors je les connais pas, voilà, enfin je les prends avec recul, voilà, puissent effectivement se réaliser de manière plus récurrente. Donc voilà, formation, procédure et décision collégiale, je pense que c'est des éléments importants. Merci Caroline. Donc on va peut-être, sauf s'il y avait une autre question. Je regarde rapidement, je ne vois pas trop de questions. On va passer à la dernière partie de notre présentation, qui va avoir trait aux vulnérabilités, cette fois-ci plutôt d'ordre financier, avec le sujet qui nous importe énormément à la CPR et à la Banque de France, de l'inclusion bancaire, sur lequel on a eu un dialogue approfondi avec les établissements de la place, et ce dialogue sera bien évidemment suivi d'actions de contrôle dans les mois qui viennent. Merci, effectivement. Alors, si je rebondis sur le titre de cette troisième partie de l'après-midi, vers des pratiques commerciales plus adaptées aux personnes vulnérables. Et si effectivement, comme l'a dit Bernard Delas tout à l'heure en introduction, il y a un domaine dans lequel un chemin a été entrepris pour adapter les pratiques et les améliorer à l'égard d'une catégorie de personnes vulnérables, c'est bien effectivement le sujet de l'inclusion bancaire. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est un sujet extrêmement complexe par la multitude de situations de vulnérabilité, par la subjectivité des situations de vulnérabilité. Elles sont difficiles à identifier, elles sont difficiles à évoquer avec le client. Il est difficile pour un client d'en prendre conscience et il est difficile d'y trouver les bonnes réponses et le bon moment pour y répondre. Je crois que c'est tous ces enjeux-là qu'il faut appréhender quand on parle d'inclusion bancaire. Et pour toutes ces raisons-là, le cadre réglementaire qui a été construit petit à petit depuis 5 ans, il est relativement limité à des principes et à des objectifs. Et c'est avant tout effectivement le volontarisme des acteurs sociaux et des professionnels qui a permis progressivement de compléter ce cadre réglementaire par une charte d'inclusion bancaire et par des préconisations de l'Observatoire de l'inclusion bancaire à la fin de l'année dernière, qui était le résultat de travaux menés avec les professionnels. Ces travaux-là, ils sont soutenus évidemment par l'action de la Banque de France et de la CPR avec notre démarche de contrôle, mais cette année, dans la continuité de ces préconisations, nous avons effectivement mené une enquête approfondie, assez longue, avec une dizaine d'établissements de crédit très représentatifs, afin d'apprécier justement l'impact de ces travaux sur la construction des dispositifs d'inclusion bancaire. Et on a une réelle confirmation que sur ces objectifs de détection et de mise en place de l'offre spécifique comme une réponse, on a des vraies choses qui se sont passées depuis ces échanges. Et le premier domaine sur lequel il s'est réellement passé des choses, c'est la gouvernance des mécanismes d'inclusion bancaire. Oui, nous voulions souligner l'importance de la gouvernance de l'inclusion bancaire, dans la mesure où si la loi est prescriptive sur un certain nombre de sujets, on peut parler du plafonnement des commissions d'intervention, sur les critères d'identification de la clientèle fragile, et on le verra sur ce sujet, la loi ne va pas plus loin que donner des lignes directrices, des indications, et il revient aux professionnels de s'organiser en interne pour pouvoir respecter les objectifs de la loi et puis les objectifs qui sont affichés dans la charte de l'inclusion bancaire et puis qui ont été matérialisés également par les préconisations de l'OIB. Et d'où l'importance de la gouvernance donc, qui a été soulignée également parmi les préconisations de l'OIB, de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Le schéma qui est présenté ici décline les différents aspects des schémas de gouvernance qui sont préconisés par l'OIB avec un niveau stratégique et un niveau opérationnel. Le niveau stratégique étant
destiné à définir les lignes directrices et les plans d'action qui doivent être déclinés au niveau opérationnel. Le niveau stratégique doit associer la direction effective, une entité en lien avec la direction effective, qui permettra, pour le niveau opérationnel, d'associer l'ensemble des acteurs, donc le réseau de commercialisation, les directions des ressources humaines pour les aspects formation, également les services informatiques pour les aspects détection et outils informatisés de détection, également les directions conformité. Donc au niveau opérationnel, c'est un ensemble d'acteurs qui doivent se mobiliser pour décliner et définir les stratégies concrètes afin d'implémenter les lignes directrices définies au niveau stratégique. L'étude qu'on a menée et qu'a rappelé Benoît a montré également qu'il ne faut pas oublier que cette organisation doit être adaptée à l'organisation du groupe lui-même, qui peut être régionalisée, qui peut avoir des entités régionales avec une direction effective propre. Il ne faut pas oublier que cette dualité de direction doit se retrouver également au niveau régional et puis qu'il y ait des relais qui puissent permettre au niveau groupe, au niveau national, de tirer des enseignements, en fait, des procédures qui ont été mises en œuvre afin de les améliorer. On voulait souligner également que lors de l'enquête, on a pu avoir aussi certains établissements qui ont une approche conformité limitée à une vision administrative des choses avec cocher à la case, par exemple, est-ce que la procédure existe? Bien sûr, je schématise. L'idée, c'est l'inclusion bancaire, c'est définir des procédures, c'est s'organiser, c'est développer des processus, mais de bons processus, de bonnes procédures. Une bonne procédure, c'est celle qui est efficace, c'est celle qui est appliquée, qu'on contrôle, parce qu'il y a des procédures qu'on ne contrôle pas, ça arrive, et on intervient dans ce domaine-là. Et c'est des procédures qui, au vu des contrôles, sont révisées pour être efficaces. Et on le verra, Benoît en parlera tout à l'heure. Les questions d'identification de la clientèle fragile est l'objet justement d'une réflexion sur l'amélioration des critères d'identification. Donc au-delà d'une approche purement conformité ou une vision administrative des choses, et c'est là que le niveau stratégique a son importance, c'est définir des politiques et les réviser en lien avec le terrain, le niveau opérationnel. Et c'est cela qu'on souhaitait souligner pour ce début de présentation. Maintenant, je vais repasser la parole à Benoît et on va essayer de passer en revue les différents piliers du schéma d'inclusion bancaire, en commençant par le dispositif de détection. Oui, la détection, c'est le cœur du dispositif. Évidemment, on ne pourra traiter l'inclusion des personnes en situation de fragilité que si on les a identifiées correctement. À la fois, c'est le cœur du dispositif et l'enseignement de notre enquête, c'est que c'est aussi le sujet sur lequel on a vu le plus de pratiques disparates, une très grande hétérogénéité des pratiques et une hétérogénéité des éléments de langage également. Alors c'est vrai qu'on l'a vu, un cadre réglementaire et de sources très différentes, et on souhaitait quand même rappeler et se mettre d'accord finalement sur les 3 piliers de la détection tels qu'ils existent si on prend l'ensemble de ces sources réglementaires. 3 piliers qu'on a classés par ordre chronologique dans cette diapositive. Il y a d'abord une détection précoce qui est attendue de vous, établissement, et elle est précisément, pour être précoce, attendue de manière automatisée sur des critères qui soient objectifs mais qui puissent être paramétrés. Quelque part, c'est de se faire aider par la machine pour identifier des situations avant qu'elles soient visibles à l'œil nu, et notamment par le conseiller, j'y viendrai. Cette détection précoce, elle n'existe pas encore chez tous les établissements. C'est le résultat aussi de nos constats et de nos échanges. Et lorsqu'elle existe, elle est encore très récente et il a été donc très difficile d'en évaluer complètement l'efficacité. Et je dirais que cette difficulté d'évaluation de l'efficacité, malheureusement, c'est quelque chose de durable parce que quand on vous demande d'améliorer, de continuer à travailler une détection la plus précoce possible, on a aussi parfaitement conscience qu'on ne vous facilite pas la tâche dans l'évaluation de vos résultats et dans l'existence d'indicateurs de qualité de vos dispositifs. Plus un client est détecté tôt en situation de possible fragilité financière, plus les réponses que vous pourrez apporter à cette situation sont sans doute variées et sont sans doute peut-être plus simples et sont des solutions d'accompagnement qu'on évoquera tout à l'heure. Donc on vous invite à développer ces mécanismes de détection précoce, mais aussi à être imaginatif dans la manière d'évaluer leurs résultats. C'est quelque chose sur lequel on reviendra régulièrement dans cette présentation. Au-delà de cette détection précoce, la détection qu'on a appelée spontanée, c'est celle qui a un caractère humain. Et là aussi, on a eu la surprise peut-être de découvrir qu'elle n'est pas exploitée chez tous les établissements. Certains ont finalement décidé d'aller au bout de l'automatisation, au bout de la logique et de
déresponsabiliser totalement les conseillers clientèle de la détection de la fragilité. Donc, ça reste un pilier important, il est rappelé par la charte, il est rappelé par l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Évidemment que la connaissance que le conseiller peut avoir de son client est un élément indispensable à prendre en compte. Évidemment que le suivi quotidien du compte doit être un atout et un élément à prendre en compte dans l'identification de la fragilité. Lorsqu'elle existe, cette détection spontanée, comme on l'a appelée, elle est malheureusement très peu suivie aussi en termes de résultats au sein des établissements. Donc là encore, il y a ces 3 piliers et on vous invite à essayer d'évaluer distinctement les résultats de chacun d'entre eux. Et puis le 3e pilier, c'est ce qu'on a appelé la détection avérée, un terme qu'on a choisi de manière arbitraire, mais c'est celle qui est fondée sur les critères les plus durs du cadre réglementaire, c'est-à-dire sur les critères du Code monétaire et financier, dont 2 sont strictement objectifs et inscrits clairement dans le Code, l'inscription au FCC ou l'acceptation d'un dossier de surendettement. Et puis aussi sur les critères modulables, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement fixés par le Code, mais dont on va pouvoir choisir le degré d'application et les conditions d'application, la notion d'irrégularité de fonctionnement et évidemment la prise en compte des ressources portées sur le compte. Alors je suis aujourd'hui l'homme de chiffres cet après-midi, j'aurais presque pu vous présenter cette diapositive dans ma première intervention tout à l'heure parce que elle est quand même très utile à l'appréciation des résultats de cette détection. On l'a dit dès l'introduction, il y a une vraie amélioration de la détection de la fragilité financière depuis, on va dire, depuis 2 ans. 3,6 millions de clients détectés en situation de fragilité financière. C'est un chiffre de l'Observatoire de l'inclusion bancaire à la fin de l'année 2017. Sachez que, alors, pour vous donner une idée, notre enquête a porté sur des établissements qui, au global, eux, représentaient 1,6 million de clients en situation de fragilité financière. Donc on a travaillé quand même sur un échantillon tout à fait représentatif. Je le dis parce que le reste des éléments qui sont présentés dans ces graphiques sont ceux issus de notre enquête, c'est-à-dire que sur les 1,6 million de clients détectés, eh bien les 2/3 l'ont été sur des critères qui étaient définis par les établissements eux-mêmes, c'est-à-dire les critères de détection précoce et les critères que j'ai qualifiés de modulables tout à l'heure, fixés par le Code monétaire et financier. Donc c'est un résultat extrêmement encourageant. Qu'on ne peut que encourager à poursuivre. Et je le redis, mais effectivement, notre message sur ce point, c'est aussi de chercher à fiabiliser ces chiffres. Ce sont des chiffres qu'on a parfois eu du mal à tracer complètement avec nos interlocuteurs. Patrick l'a dit dans son propos sur la gouvernance. Faites en sorte d'être en capacité d'évaluer vos dispositifs, et, si possible distinctement, pour apprécier leur impact et poursuivre les actions les plus favorables. Alors finalement, pourquoi ces résultats plutôt positifs sur la détection ? Eh bien parce qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été développées. C'est l'objet de notre intervention cet après-midi, d'essayer de les mettre en exergue et de vous inviter à vous en inspirer. D'abord parce que la détection spontanée est de mieux en mieux effectivement centralisée et automatisée. On a aussi un élément d'amélioration qui avait été souligné par l'Observatoire de l'inclusion bancaire, qui est celui de la fréquence des requêtes, c'est-à-dire qu'on va interroger la base client et de manière beaucoup plus régulière. Nous avons des pratiques assez diverses sur le sujet. On est allé d'une détection journalière chez certains à une détection qui se fait plutôt tous les 6 mois chez d'autres. Nous pensons qu'une détection mensuelle est une pratique à la fois raisonnable et adaptée. L'ajout de critères supplémentaires à ceux qui sont prévus dans la réglementation est évidemment de nature à améliorer la détection. On a pu voir par exemple la prise en compte d'une inscription au FICP qui n'est pas directement dans le texte mais qui est un critère que certains ont pris en compte. Avec un bémol, c'est d'être vigilant à ce que tous les critères que vous allez ajouter dans vos mécanismes de détection soient bien des critères alternatifs. Parce qu'à l'inverse, on a pu voir du coup des établissements qui, peut-être cherchant à bien faire, ont accumulé certains critères, mais les ont pris en compte de manière cumulative. Et évidemment, dans ce cas-là, ils ont le travers de réduire le périmètre de détection. Donc une vigilance sur ce point-là. Et s'agissant particulièrement des critères du Code monétaire et financier, des critères modulables, une bonne pratique nous a été présentée de prendre en compte les incidents facturés sur le compte sur une période qui va au-delà des 3 mois cités par le texte. C'est-à-dire qu'on va notamment prendre en compte une période de 6 mois courants, et à l'intérieur duquel on va apprécier si au cours de 3 de ces 6 mois, effectivement, on a des frais d'incident facturés.
Ça permet d'identifier des situations de fragilité qui sont peut-être pas encore permanentes, mais qui montrent une instabilité de la situation du client. Et sans doute que c'est une pratique qui permet de détecter la situation de fragilité plus tôt que si on se contentait d'une application stricte du texte. Et puis les critères de flux créditeurs portés au compte, avec l'idée d'éviter des montants planchers qu'on a pu trouver chez certains établissements. Et puis notre message qui est de privilégier des plafonds. Alors certes, les plafonds peuvent exister, mais qui ne soient pas trop restrictifs, pas strictement limités au seuil de pauvreté notamment. Un autre message sur la détection, c'est avant tout de l'organiser à l'égard de l'ensemble de votre clientèle, de ne pas procéder à d'exclusion du périmètre de la détection, même involontaire, mais effectivement, il a pu arriver chez certains qu'on identifie des catégories de clientèle qui, pour une raison ou une autre, échappaient en fait au dispositif de détection et à la requête que j'évoquais à l'instant. Alors, la détection, effectivement, s'améliore. La loi prévoit une première réponse à la situation de fragilité financière, c'est la proposition d'une offre spécifique dont le contenu est encadré. Et autant, effectivement, la détection a considérablement progressé, autant le nombre de souscriptions à cette offre spécifique a malheureusement encore peu évolué. Si j'avais publier, diffuser des chiffres issus du questionnaire des pratiques commerciales que j'évoquais tout à l'heure. Je vous aurais même dit qu'entre 2015 et 2017, en prenant un double exercice, le nombre des nouvelles souscriptions